Bonjour à tous, Charlotte Tullier, auteure du livre Je choisis d'être moi et du site internet www.lesentier.fr, votre guide pour identifier et dépasser toutes ces souffrances et ces limites qui vous empêchent de devenir la personne que vous souhaitez réellement être. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Martin Latulippe, mon mentor. Allô Charlotte, comment ça va? Ça va très très bien. Good, je suis assez content de faire une entrevue avec elle. Voilà, alors Martin, tu es un coach, un formateur, un conférencier de renommée internationale. Tu as partagé la scène avec des très très grands noms. Oui, très du chanceux, oui. développement personnel, du leadership, enfin, beaucoup de gens très haut placés, on va dire. Oui. Voilà, et je dirais que voilà, on te connaît derrière toutes ces images, derrière toutes ces choses que tu fais, ta chaîne YouTube, tes vidéos, etc., tout ce que tu mets en place. Et moi, j'aimerais connaître un petit peu plus qu'est-ce qui se cache derrière, justement, tout ça. On va gratter à la surface. Voilà, c'est ça. Donc, Martin Latulippe, qui es-tu dans le fond? Comment tu te définirais comme personne? Comment je me définirais comme personne? Mon doux, c'est une très bonne question. Je dirais, premièrement, un gars assez simple, qui vit beaucoup dans ses peurs, qui vit beaucoup dans ses anxiétés, même après tous ces succès-là que tu as pu penser. Et c'est ironique parce que les gens pourraient penser que une personne qui a atteint un certain niveau de succès n'est plus dans ses peurs, dans ses anxiétés ou dans les souffrances, un peu qui est la thématique un peu de tout ce que ce avec quoi tu nous aides. Mais par contre, je crois qu'il y a des compétences à aller chercher. Je crois qu'on peut tous améliorer un peu cette façon-là dont on peut vivre nos craintes intérieures. Donc, pour moi, ça a été l'histoire de ma vie, ça. Martin Latulippe, les gens peuvent voir la personne sur scène, la personne qui écrit des livres, la personne qui parle aujourd'hui, mais derrière ça, à l'intérieur, se cache un petit Martin qui, souvent, je dois souvent lui parler pour me rappeler que non, j'ai pas à demeurer cette petite version-là de moi et je peux peut-être faire mon chemin un pas à la fois vers qui je veux devenir. Par la suite, un gars bien simple, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup passer du temps avec mes enfants, avec ma famille, mais c'est assez simple la vie de Martin Latulippe. C'est sûr que je suis un grand rêveur, c'est sûr que je suis un idéaliste, mais la trame de fond est quand même que tu pourrais peut-être jamais te douter que derrière tout ça se cache quelqu'un qui doute quand même énormément. Ouais. Effectivement. Martin, je voudrais revenir sur une expérience de ta vie qui a été, je crois, capitale pour ton développement personnel. Donc, tu es passé à 2 doigts de la mort. Ouais. Donc, c'est une expérience. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus et puis dire aussi les prises de conscience capitales que ça t'a fait? Oui, absolument. Donc, c'est pour les gens qui ne connaissent pas mon histoire. Donc, moi, au Canada, avant de faire qu'est-ce que je fais maintenant, eh bien, j'étais un joueur de hockey. Donc, et en 2001, dans le cadre d'une compétition qui s'appelle les Universiades, donc les championnats du monde universitaire, eh bien, alors que j'agissais à titre de capitaine de l'équipe canadienne de hockey, donc le contexte était vraiment fou parce que, tu sais, c'était le sommet un peu de ma carrière, tu représentes ton pays, tu es le leader de l'équipe. Et en plein milieu de la compétition, eh bien, il y a eu un incident dans un jeu de routine, il y a eu une mise en échec au centre de la glace et le joueur a été projeté dans les airs et son patin est venu m'atteindre ici à la gorge. Donc, en une fraction de seconde, eh bien, la scène est devenue joyeuse, mais très tragique. En tout cas, ça aurait pu être très tragique, c'était une question de millimètres. Et en une fraction de seconde, eh bien, le chandail de mes rêves était complètement imbibé de sang. J'avais peine à voir le logo, j'avais le côté gauche du corps qui n'avait plus aucune sensation. Donc, tu te mets énormément à réfléchir. Et moi, je me souviens, j'ai pas eu de grandes réflexions comme, tu sais, j'ai pas vu la lumière. Tu sais, il y a des gens des fois qui ont des expériences près de la mort que c'est quand même assez intense. Pour moi, c'était une question vraiment simple. Je me souviens, le médecin était en train d'essayer de me sauver la vie. Il parlait polonais, donc je comprenais aucunement ce qu'il me disait, ce qui me mettait quand même dans un état de panique. Mais la question qui, moi, a émané de tout ça, ça a été, et si cet instant-là de ta vie, eh bien, était le dernier instant de ta vie, est-ce que tu serais content avec ce que tu as accompli ou
la façon dont tu avais joué la partie de la vie. On peut faire une analogie avec le hockey. Là, et la réponse à cette question-là, à cette époque-là, pour moi, c'était non. Et il faut vraiment comprendre, pour les gens qui sont à l'écoute, c'est que dire, oui, mais Martin, tu étais capitaine de l'équipe canadienne. Oui, mais ça, c'est quasiment le seul endroit dans ma vie où je m'épanouissais. La réalité, c'est que toutes les autres sphères de ma vie, c'était un bordel total. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu une expérience similaire, qu'on dirait que ça va bien dans un département de ta vie, mais d'autres départements, on dirait que tu es en incohérence, tu as des peurs, tu as des anxiétés, tu laisses ces peurs-là et ces anxiétés-là te bloquer, te limiter constamment. Alors moi, c'était ma vie. Alors je me suis dit, wow, comme si jamais la mort refrappe à ma vie, premièrement, si je sors vivant de ça, mais si la mort refrappe à ma porte, je vais être en train de vivre mes rêves. Donc, je me suis fait la promesse que si je sortais vivant de ça, eh bien, j'allais retourner essayer de vivre ma vie au maximum. Et pour moi, bien, ça voulait dire cette passion-là que j'avais en moi de, premièrement, vaincre mes propres démons, mes propres anxiétés, mes propres peurs. J'étudiais beaucoup le développement personnel, l'être humain, et j'avais cette passion-là de lire des livres là-dessus. Alors, pour moi, ça a été de dire, bon, ben, je vais continuer à investir en moi. Et peut-être que je pourrais devenir conférencier et auteur sur le sujet. Parce que ça me passionnait, ce truc-là. D'abord pour m'améliorer moi, et peut-être éventuellement pour améliorer les autres. Donc, je suis revenu de la Pologne, j'ai beaucoup réfléchi. C'était la fin de mes études, je me suis lancé jour 1 à la fin de mes études, sans un sou en poche, sans crédibilité, sans notoriété, sans rien, sans savoir ce que je faisais. Et c'était un peu kamikaze, c'était un peu fou comme décision. Mais le pari, quand même, j'ai remporté mon pari, parce que maintenant, 15 ans plus tard, j'ai le privilège de me promener partout sur la planète, mais je pense que tous les gens qui sont à l'écoute peuvent se poser cette question-là. Si aujourd'hui serait le dernier jour de ta vie, est-ce que tu serais content de la façon de ton impact, de cette personne-là que tu es? Et je pense que même si la vie va super bien, mais il y a peut-être toujours un petit peu de place à amélioration. Le problème, c'est que dans mon cas, l'écart était énorme. Donc, je me suis mis à vouloir rétrécir l'écart et vivre ma vie de façon un peu plus épanouie dans toutes les sphères de ma vie. Très bien, super. Oui, donc ça, c'était l'incident qui s'est passé en 2001. Je rebondis un peu sur le fait que tu disais, donc tu lisais beaucoup de livres. Oui. J'ai appris donc que tu as commencé à lire justement du développement personnel très tôt. Oui, à l'âge de 16 ans, oui. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant qu'on s'intéresse à ces sujets-là si jeune. Mais en fait, c'est pas moi qui s'y ai intéressé, c'est mon père, parce que dans mon ancienne carrière de joueur de hockey, j'avais été retranché d'une équipe que j'étais prédestiné à faire l'équipe facilement. Mais on m'a retranché. Donc, à 16 ans, quand ton seul univers, c'est le hockey, et que tu as un ego disproportionné, et que tu es certain de faire l'équipe, et on te retranche, c'est rare que tu arrives à l'école et tu te dis hey, ça va bien. Donc, pour moi, c'était très, très, très difficile. Et mon père m'a acheté ce livre-là qui s'appelle encore « Le secret de la réussite des champions », qui avait été écrit par un ancien entraîneur de gardien de but pour le Canadien de Montréal, qui est une équipe tout simplement incroyable au Canada de hockey. Et parce que ça avait été écrit par quelqu'un qui venait du monde du hockey, je me suis dit, je vais le lire, mais j'avais une attitude vraiment réticente par rapport à lire ce livre-là. Exactement. C'est compliqué, donc c'est sûr que... Et c'était super simple parce que ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris des coupures de journaux d'athlètes qui se préparaient avant une compétition et qui avaient un langage positif. D'accord. Et la majorité du temps, ils gagnaient. Et d'autres athlètes qui étaient plus dans le doute, ils ne prenaient pas leur responsabilité face à un revers, un échec, et qui se mettaient à avoir une série d'échecs avant des grands moments. Et donc, en fait, ça l'exposait que tu peux être positif, tu peux être négatif. Et moi, cette journée-là, j'ai réalisé que si j'étais retranché, c'est parce que j'étais un leader négatif à cette époque-là. Et je me suis dit, waouh, c'est moi, parce que si on ne sait pas qu'on peut être un leader négatif, on pense qu'on est un leader. Oui. On ne sait juste pas qu'on est négatif. Alors moi, j'ai réalisé ça, et à la fin du livre, il y avait une bibliographie, et je me suis juste mis à continuer à lire des livres comme ça, parce que l'histoire, ce que ça raconte pas, c'est que j'ai été retranché. J'ai lu ce livre-là, et 2 mois et demi plus tard, j'ai été rappelé par l'équipe. Donc pour moi, c'était 1 + 1 = 2. J'ai lu ce livre-là, j'ai compris des choses sur moi, pouf. Il y a un résultat concret. Et là, je me suis mis à lire d'autres livres. Avant la fin de l'année, j'étais assistant capitaine. Et pour moi, c'était toujours le fait que j'ai investi en moi, j'ai un retour. J'ai investi en moi, j'ai un retour. Donc, j'ai comme commencé cette mécanique-là très jeune. Et là, par la suite, c'est devenu une obsession. J'en lisais des dizaines et des dizaines par année. Donc, d'accord. Oui. Et donc, justement... Non, je peux pas, il faut que j'aille lire un livre. Justement, quels sont les 3 livres qui t'ont le plus marqué, impacté, qui ont le plus
influence sur toi? Je dirais certainement L'Alchimiste, numéro 1. C'est un livre que j'ai adoré. À cette époque-là, je ne croyais pas à ma légende personnelle et le fait de lire un livre qui venait me bercer dans la possibilité de vivre ta légende personnelle, ça m'a charmé. J'ai lu ce livre-là 17 fois à date. Je connais la fin, je sais ce qui va se passer, je le relis quand même parce que ça me met dans l'énergie. Deuxième livre qui, moi, m'a complètement bluffé, ça a changé ma vie, c'est Le Monde de Sophie, qui est un livre philosophique. Donc, c'est vraiment, ça retrace dans une façon vraiment poétique, avec une histoire qui a un suspense, bon, toutes les pensées des grands philosophes. Et pour moi, je trouvais ça génial parce que il y a des exposés philosophiques, psychologiques, des prises de position, des réflexions humaines là-dedans. Qui, pour moi, j'ai lu ça, je l'ai dévoré, c'était tout simplement incroyable. Et par la suite, je te dirais L'éveil d'un géant, je crois, de Tony Robbins, Waking the Giants with It. L'éveil d'un géant. Donc, en fait, Tony Robbins, pour moi, j'ai lu ça à 21 ans. Et c'était quand même une Bible assez complète pour comprendre mon cerveau. À cette époque-là, je ne le comprenais pas. Et j'ai compris beaucoup de choses en lisant ce livre-là. Donc, et par la suite, j'ai lu tout près d'un peu plus de 700 livres. Donc, c'est sûr qu'il y en a plein. Mais ces livres-là ont été... c'est qu'ils ont été à des moments très importants quand j'étais au début de mon développement, qui m'ont vraiment fait comprendre des choses importantes sur le succès, sur moi-même, sur ma façon de penser. Et par la suite, on peut en ajouter au moins une centaine. De très bons livres. Mais d'ailleurs, en parlant de l'influence que tu as eue, de ton évolution, je crois que tu as su très très jeune en fait ce que tu voulais faire. Tu voulais donner des conférences, tu voulais partager tes idées au plus grand nombre. C'est rare finalement que quelqu'un sache aussi jeune finalement ce qu'il veut faire. Moi j'aimerais dire, pour les gens qui voudraient se lancer, faire quelque chose d'audacieux, quelque chose qui changer le monde, oui. C'est un peu notre mission. Quels conseils tu donnerais? Allez, 3 conseils pour quelqu'un qui aurait peur de se lancer, qui aurait une envie comme ça, mais qui resterait dans ses peurs pour l'instant. Le premier conseil, c'est que souvent les gens vont entendre dire que les gens ont peur de la mort. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, il y a des gens qui ont peur de la mort. Il y a une phrase qui dit que la mort va nous tuer seulement une fois. Mais la peur va nous tuer jour après jour si on la laisse agir sur nous. Donc, t'ayant partagé d'entrée de jeu, d'entrevue, de dire que je suis quelqu'un qui a surmonté beaucoup d'anxiété, des crises d'anxiété, des grandes peurs, je comprends la peur pour la personne qui veut hésiter. Et le défi avec la peur, c'est que les scénarios qu'on se raconte, ils nous semblent réels, alors qu'ils sont irréels la majorité du temps. Donc, une stratégie, souvent, c'est de changer son scénario, que j'appelle, donc changer son « et si ». Parce que quand on est confronté à une peur, mais les gens qui veulent peut-être tenter un truc pour changer le monde, changer de carrière, ils vont se dire « et si j'essaye et j'échoue ». Et si j'essaye et ça ne fonctionne pas. Et si j'échoue, et si j'essaye et les gens se moquent de moi, ou je perds de l'argent. Donc, flipper ton « et si », donc changer ton « et si », ça serait plus « et si je le fais et c'est une opportunité fantastique ». Et si je le fais et ça m'amène à découvrir quelque chose sur moi. Et si je le fais et j'améliore mon chiffre d'affaires. Donc, parce que les deux scénarios sont totalement valables. Sont totalement valables, exactement. Donc, pour moi, c'est de se mettre rapidement dans une énergie, de dire non, je suis en train de créer un scénario qui est irréel, qui va me sembler réel si je le nourris. Donc, il faut changer cette énergie-là. Par la suite, c'est de parler avec des gens qui ont peut-être fait le chemin que l'on veut peut-être faire. Oui. Parce qu'on va réaliser que ça va nous permettre de mettre rapidement les choses en perspective, parce qu'ils ont eu les mêmes peurs, ils ont eu les mêmes craintes, ils ont eu les mêmes doutes, mais là, finalement, ils l'ont traversé. Et on peut apprendre beaucoup simplement en interviewant, simplement en faisant de la recherche sur des gens qui ont fait ce parcours-là. Et ultimement, pour moi, le dernier conseil, ce serait certainement de dire que un échec, une tentative ne te définira jamais. Et on peut en apprendre. Mais on peut en apprendre, mais malheureusement, quand on considère peut-être tenter quelque chose, on a une perspective énormément de finalité ou de... Oui. C'est très dramatique, c'est même une fatalité, je dirais, très souvent. Plutôt que de se dire, je l'essaie. Je l'essaie puis je vais voir. C'est pas une fatalité, c'est pas une finalité. Mais beaucoup de sérieux aussi. Oui, dans ce qu'on fait. oui. Donc, tu sais, je pense que... On fait du sérieux
enlever du dramatisme. Enlever du drame, on adore le drame. C'est vrai. Ouais. Donc, tu sais, pour moi, ça tournerait dans ces eaux-là. Tu sais, à cette heure sur Internet, on peut faire tellement de recherches de des gens qui ont changé leur emploi, qui se sont réinventés, qui ont fait des trucs. Et tu sais, ça nous permet de mettre les choses en perspective. Ça nous permet de changer nos « et si ». Et si je faisais la même chose et que je réussissais comme elle? Là, on est ailleurs dans le registre. Il y en a qui ont peur de réussir, exactement. Et si je réussis et ça m'éloigne de mes enfants? Et si je réussis et j'ai plus de temps pour mon conjoint? Donc, mais, encore une fois, on est dans du scénario nourri. Qui dit ça? Est-ce que c'est nos auto-saboteurs? Est-ce que c'est des croyances limitantes? Est-ce que ce sont des idées reçues? Et ça nous plaît de les dire, parce que pendant qu'on le dit, on demeure dans notre zone de confort et on n'a pas nécessairement à le tenter. On a des excuses. Exactement. Oui. On est champion du monde. On est champion du monde pour faire ça. C'est ça. Exactement. Oui. Moi, le premier, ça m'arrive. Dans ce temps-là, j'applique ce que je viens de vous dire. 1, 2, 3. Authenticité. Voilà. J'aurais une dernière question. Une dernière chose, oui. Martin, tu es un homme de cœur. Tu es quelqu'un de profondément généreux. Tu as Merci. servi beaucoup de causes. Et j'aimerais savoir un petit peu comment, quand on est comme ça dans la générosité, dans le partage, dans l'amour des autres, finalement, comment on fait pour aussi combiner ça avec le business, avec l'efficacité, le marketing, avec la vente. Moi, je sais que de mon côté, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile, donc j'aimerais avoir ton idée là-dessus. Ben, pour moi, c'est simplement un incontournable maintenant, c'est la façon. Pour moi, le monde serait tellement plus simple si on faisait de la business avec plus d'amour, avec plus de générosité, plutôt que d'être dans le spectre de la compétition et de cet aspect-là de je dois être un requin pour faire du marketing, je dois manipuler les gens pour vendre. Aucunement. On peut être totalement dans la transparence, dans l'authenticité. Tu sais, souvent, lorsqu'on est en mode de vente pour certains de nos programmes sur Internet, tu sais, les gens disent tu sais, pourquoi que je devrais acheter ton programme, et ça. Je vais leur dire, mais je veux dire, si c'est pas pour toi, achète-le pas, c'est OK. Tu sais, je suis pas là pour convaincre quelque chose. Par contre, avant même que tu te rendes à faire un achat, je t'aurais donné une tonne de valeur. J'aurais essayé de te démontrer que, 1, je suis sincère dans ma tentative de t'aider. 2, j'ai la crédibilité, la notoriété et les connaissances pour t'aider. Et je vais te donner le plus que je peux te donner. Alors, pour moi, le plus qu'on est dans la générosité, et si on n'attend rien en retour, ben, à la fin de la journée, c'est drôle l'univers, il y aura un retour. Oui. Et ultimement, je pense que dans tout commerce, toute industrie, c'est une façon de faire du business qui est inévitable. Je le vois constamment. Je regarde Tesla. Okay? On ne fait pas du marketing, on ne fait pas des conférences, du coaching comme nous, là, mais Tesla, il y a 1 an et demi, bien, ils ont libéré leurs brevets pour donner accès aux brevets à toute la compétition. Mais ces brevets-là, il faut comprendre qu'ils ont coûté des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Et eux se disent, voici ce qu'on a sur le moteur électrique à date. Nous, notre mission, c'est de sauver la planète Terre avec des autos électriques. Est-ce que vous pouvez nous aider? Voici où est-ce qu'on est rendu. On a atteint le plateau de nos recherches. Mais si vous connaissez le monde des brevets, des poursuites, contre des poursuites, Apple contre Macintosh, les téléphones cellulaires, c'est notre pattern, c'est notre brevet. Et eux disent, boum. Le contraire. Exactement. Tu as Tom Shoes. À chaque fois que tu achètes une paire de chaussures Tom Shoes, boum, il y en envoie un en Afrique pour un enfant qui n'a pas de chaussures. Pourquoi une compagnie comme ça fait ça? Parce que c'est la nouvelle économie. Tu peux vivre dans le don de soi, tu peux vivre dans la générosité, tu peux vivre dans l'amour. C'est vrai qu'à notre époque, on peut... Il y a une compagnie dont le nom m'échappe. Eux, leur mission, c'est de ne plus avoir de compagnie. Parce qu'ils travaillent sur la recherche d'une maladie, un médicament qui pourrait, je crois, c'est le diabète ou quelque chose comme ça, mais bon, prenez pas mon mot, mais juste un exemple, c'est le président tous les jours, je disais, peut-être que c'est cette année qu'on va fermer, espérons qu'on va le faire. C'est fou, là. Quand on entend dire, non, les compagnies ne veulent pas nécessairement trouver un médicament parce que là, Non, eux autres, c'est clair, c'est écrit partout, dont j'oublie le nom, mais ça se fait. La question que les gens qui se posent, c'est comment moi je peux être plus généreux. C'est ça. Oublions le marketing, oublions le commerce. À notre niveau, exactement. tous les jours, etc. Exactement. Oui, s'en rappeler. Oui. Bon, eh bien,
Voilà. Merci énormément, Martin, Mon plaisir. parce que tes réponses ont été très riches en enseignement. Espérons que les gens auront retrouvé de la valeur. Merci beaucoup en tout cas, Charlotte. Ben oui, et puis aussi, on peut te retrouver. Oui, les gens peuvent venir me retrouver sur mon site internet, Martin Latulippe. Pour les gens qui ne sont pas habitués d'écrire Latulippe, c'est avec 2 P. Et venez me rejoindre sur Google, Martin Latulippe, et vous visiter sur mon site internet. On a une chaîne YouTube aussi qui est super active. Si vous aimez des vidéos inspirantes, gratuites, et vous avez aimé sûrement mon accent québécois, C'est sûr. eh bien, venez me rejoindre. Ça me fera plaisir de développer une relation avec vous. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt donc sur www.lesentier.fr. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Voilà.